Bienvenue à toi. Je t'invite, pendant une quarantaine de minutes, à rejoindre une discussion impactante auprès de celles et ceux qui repensent notre relation au vivant. Je suis Manon Sala, j'ai 25 ans et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien systémique entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Alors, es-tu prête à m'accompagner dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience? Aujourd'hui, je reçois Alexandre Luzzaretta au micro de Nouvelle Conscience. Alexandre Luzzaretta est architecte et diplômé en design fiction. En 2021, il fonde le studio Perspecteur, dans lequel il repense des futurs souhaitables où l'homme laisserait sa juste place à la nature au quotidien. À travers l'image, l'objet, la création au sens large, Alexandre nous propose une autre façon d'habiter le monde et de nous reterrestrer. Reterrestrer au sens noble d'une cohabitation avec tous les éléments de la planète Terre. Je suis heureuse d'accueillir pour ce tout premier épisode de la saison 2 un Toulousain. J'espère que cette nouvelle perspective vous donnera à vous aussi l'envie de laisser libre cours à votre créativité pour oser penser le futur différemment. Bonne écoute! Bonjour Alexandre. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir au micro de Nouvelle Conscience. C'est la nouvelle saison qui commence puisque la saison 1 s'est terminée avant l'été, donc avant les vacances d'été. Donc là, c'est chouette de redémarrer avec un Toulousain que je peux rencontrer en vrai. Donc Alexandre Luzzaretta, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît avec le cœur et en conscience? C'est l'invitation que je propose à mes invités du podcast. Alors tout d'abord, bonjour, je suis content d'être là et d'inaugurer cette nouvelle saison. Donc moi je m'appelle Alexandre Luzzaretta, j'ai fondé le studio de design fiction Perspecteur il y a maintenant 2 ans. Avant j'ai suivi une formation en architecture en design et me concernant je crois que c'est tout. D'accord. Est-ce que tu peux un peu nous en dire davantage sur ce qu'est le design fiction dans ton domaine, donc l'architecture, puisque peut-être qu'on a l'habitude de voir les deux mots séparément, le design et la fiction, littérature, cinéma, et ensemble, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors là, je me suis un petit peu éloigné de l'architecture. Je fais du design fiction, mais pas forcément orienté vers l'architecture. Donc le design fiction, pour être concis, c'est essayer d'explorer les futurs pour questionner le présent. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas on ne fait pas de la futurologie, on n'est pas là pour prédire l'avenir. L'objectif, c'est plus explorer l'un des futurs possibles pour en fait essayer ensemble de se questionner sur le présent et sur l'avenir qu'on souhaite construire. La particularité du design fiction, c'est qu'au sein de cette fiction-là, on va essayer de le rendre visible, crédible, et on va essayer de le rendre palpable en matérialisant des éléments qui s'intègrent en fait dans la fiction qu'on est en train de créer, de construire. Ça permet plusieurs choses. La première chose, c'est que ça permet, comme j'ai dit, de rendre palpable, visible. Donc ça augmente sa crédibilité et on a presque l'impression qu'en fait, on n'est plus dans de la fiction, mais dans de la réalité. Ça permet aussi aux designers, en prototypant en fait, ces éléments-là, de rentrer dans les détails, voir en fait, des éléments qu'on n'aurait pas forcément vus sans prototyper. On parle beaucoup de la société de l'image, ça permet aux personnes de plus facilement voir en fait, la vision et rentrer dedans. D'accord. Voilà. Tu parlais de prototypes, justement, quels sont les outils pour donner à voir en fait ces projections dans le futur? Est-ce que vous fonctionnez par des maquettes, par des images numériques, des montages? Oui, comment tu travailles pour ça? On peut passer par plein de médiums, ça peut être du photomontage, ça peut être faire de la maquette numérique ou de la maquette physique.
Ça peut être aussi... il y a vraiment plein d'éléments. On peut imprimer aussi, ça peut être du prospectus, de la fausse publicité, ça peut être un faux journal aussi. Voilà, ça peut être aussi la fabrication d'objets issus en fait de ce futur. Et en fait, on peut vraiment imaginer tout un tas de choses qui permettent en fait voilà, de rentrer dedans. Ouais, c'est assez libre en fait, ça dépend de la personne qui fait le travail et de comment elle veut matérialiser ce qu'elle a dans la tête en fait. C'est ça, ouais. Elle essaie de en fait, trouver les éléments les plus pertinents pour donner à voir cette fiction-là. D'accord. Donc justement, tu as fait un travail très intéressant sur le futur Toulouse en 2041, où tu as complètement réimaginé l'espace urbain. Donc là, voilà, on sort un peu de l'architecture et on se dirige un peu plus vers de l'urbanisme, voilà, de la modélisation, de l'aménagement du territoire, des villes. Et tu donnes dans ce projet beaucoup plus de place à la végétation, aux piétons. Comment la ville a évolué? Quelles priorités ont été choisies pour en fait faire de la ville ce qu'elle est aujourd'hui? Une ville caractérisée notamment par une positionnement, une surplace des voitures, par également beaucoup de publicité. Donc c'est quoi selon toi les choix des urbanistes, même des politiques, qui ont guidé cette structuration de l'espace public? Mais c'est-à-dire que la place de la voiture s'est construite avec la démocratisation de la voiture et on a centré en fait depuis plus de 50 ans on a fait de l'urbanisme et même de l'aménagement du territoire en fonction de la voiture, c'est-à-dire que on a créé des zones résidentielles, des zones industrielles, des zones commerciales, on a tout séparé, ce qui fait qu'en fait aujourd'hui on se retrouve dépendant de la voiture. Et même en ville, en fait, la voiture a pris énormément de place, ce qui n'était pas le cas avant. Et ça fait depuis, je pense, ça fait peu de temps qu'on re-questionne cette place, cette omniprésence de la voiture en ville, parce qu'on se rend compte, en fait, aujourd'hui des conséquences environnementales, en termes de pollution, en termes de danger. Il y a aussi un problème de laisser un petit peu plus de place aux différentes mobilités, de laisser de la place à la végétation, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la voiture... En fait, j'ai créé cette fiction-là parce que elle s'est créée d'un constat, c'est que la voiture prend énormément de place en ville, ce qui fait que les mobilités alternatives, elles ont du mal à prendre leur place. Il y a un besoin de revégétalisation dans les villes qui est dû au réchauffement climatique. Il y a un besoin de se protéger de la chaleur, notamment des îlots de chaleur urbains. Et en fait, pour pouvoir réaménager la ville, rapporter de la végétation et faire une ville plus résiliente et plus ouverte sur d'autres façons de se déplacer, d'habiter la ville, moi je pense qu'il est nécessaire de re-questionner la place de la voiture et peut-être même probablement de diminuer sa place en ville. D'accord. Donc ça pourrait être une des stratégies, par exemple, pour réinsérer plus de nature en ville, notamment enlever l'espace qui est dédié aux voitures, en fait, aux moyens de transport en commun qui fonctionnent avec des hydrocarbures, pour à la place laisser des zones de plantation, d'arbres. Ça peut être une éventualité? Oui, c'est ça, tout à fait ça. C'est même, en fait, finalement, proposer une autre façon de vivre la ville, c'est-à-dire que faire des rues, peut-être des choses plus conviviales, ça peut être l'occasion de créer des choses dans les quartiers, ça peut être l'occasion aux habitants de plus faire de la rue juste un lieu de passage, mais faire de la rue un vrai espace de vie finalement. Oui. Et est-ce que vous auriez d'autres outils pour justement réinsérer la nature en ville au-delà de la plantation d'arbres? Il y a des chercheurs, par exemple, qui proposent l'idée de faire des couloirs en fait, de circulation de la biodiversité. Donc, en gros, ce serait, finalement, on revient toujours à cette idée de végétaliser l'espace urbain, mais de créer des couloirs de fleurs, de plantations, de petits bosquets pour que les insectes puissent circuler librement, polliniser. Est-ce que tu aurais des idées pour réinsérer cette nature autour du béton et du minéral? Je pense que il faut aussi changer notre regard qu'on a avec la nature et avec la façon dont on voit en fait on aménage en fait de la végétation dans la ville. Il y a une volonté de contrôle
Et je pense qu'on a sorti la végétation, même le non-humain de la ville, parce que en fait, on manque de contrôle. Et comme vous le dites, on fait des espaces où c'est des bosquets tout bien taillés. Et dès que c'est pas taillé, dès que l'herbe dépasse un peu, ça fait scandale parce que ça fait pas propre, ça fait mauvais genre. Et je pense que changer notre rapport à cette nature et lui laisser de l'espace et la laisser vivre, en fait, finalement, ça peut permettre déjà de rapporter de la biodiversité et ça peut aussi diminuer les coûts d'entretien parce que je sais que ça a un coût qui est pas négligeable. Et c'est peut-être aussi un frein au retour de la nature, enfin plus de nature dans la ville, c'est ce coût, je pense. D'accord. Voilà. Oui, et puis aussi cette volonté un peu hygiéniste d'avoir quelque chose en aspect parfait dans l'espace public, que ce soit propre. C'est un peu la projection aussi de peur derrière que ça attire des animaux et qu'on sache pas les gérer. Enfin, tu vois, c'est des peurs un peu ancestrales, peut-être, qui sont toujours présentes. Ouais, je crois que c'est tout à fait ça. Cette volonté de contrôle, d'anthropiser vraiment la ville, faire de la ville en fait un territoire anthropocentré, même plus que ça. Peut-être essayer de s'ouvrir à peut-être plus de diversité en termes de vivants dans la ville, essayer de s'ouvrir un petit peu plus et essayer de briser cette séparation qu'on a tendance à faire entre le monde humain et le reste du vivant. On a tendance à créer deux pôles et à distinguer avec une frontière l'homme et le reste du vivant. Oui. Mais justement, je me demandais, est-ce que selon vous, la ville, c'est un peu le paroxysme de la séparation entre nature et culture ? Est-ce que vraiment ça doit être comme ça parce que c'est une création humaine ? Oui, je pense que la façon dont on voit la ville et dont on l'aménage aujourd'hui, ça en dit beaucoup sur notre rapport en fait au vivant. Et je pense que déjà en changeant notre rapport qu'on a au non-vivant dans la ville, et à vouloir tout contrôler, je pense que déjà on aura fait un pas en avant. La séparation de nature et culture sera peut-être moins grande. Donc ce que j'entends, c'est d'abord oser se positionner différemment vis-à-vis de ce vivant qui nous constitue, mais qu'on a voulu contrôler et mettre en fait en marge à l'extérieur aussi de notre espace de vie quotidien. D'abord, ça passe par un changement de positionnement par rapport à ce vivant, ne pas en avoir peur, ne pas vouloir le mettre en marge, mais lui redonner toute sa place dans le lieu de vie au quotidien. C'est ça, je pense qu'il faut avoir un changement de regard. Je sais qu'aujourd'hui, pour beaucoup, la nature fait peur, c'est-à-dire que très peu de personnes osent camper en montagne ou dans des endroits peu aménagés parce qu'il y a des bruits qu'on ne connaît pas. Et en fait, c'est tout un monde qu'on finit par ne pas connaître. Et je pense que c'est important de mettre finalement de le réapprivoiser. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Peut-être que pour moi, au final, c'est un peu une question de positionnement, de nous dire qu'on n'est pas au-dessus, mais qu'on est dedans. C'est ça, c'est retrouver notre place finalement. Ouais, voilà. La place qu'on a voulu se dire qu'en fait on ne faisait pas partie de ce monde-là, qu'il y avait le monde vivant qui était fait pour l'homme, et l'homme dispose en fait de cette chose-là. Je crois que dans la Bible, dans la cosmogonie biblique, c'est le cas, et en fait on est héritier de toute cette pensée-là. Et quand on regarde, on a l'impression que c'est quelque chose qui est universel, et en fait finalement on regarde, aujourd'hui avec Darwin même, encore plus aujourd'hui, on se rend compte que finalement factuellement on fait partie de cette nature et qu'il n'y a pas de réelle distinction, peut-être de degré, mais il n'y a pas une distinction de nature entre l'homme et le reste du vivant. Oui. Là, on a beaucoup parlé d'aménagement urbain, de structuration de la ville. Est-ce que même au niveau de la construction des bâtiments, est-ce que selon vous, on pourrait penser à des bâtiments en bois, essayer de réinsérer le végétal dans la maison, de par vos études d'architecture, je ne sais pas si c'est vraiment dans votre formation, mais est-ce qu'en final, ce modèle donc très minéral avec du ciment partout, ça aussi, ça pourrait être repensé, l'habitat ? Effectivement, ça peut être repensé. Déjà, on parle beaucoup de sobriété.
et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, aujourd'hui, la construction provoque énormément rejette beaucoup de gaz à effet de serre, et il y a une nécessité de changer de matériaux de construction, parce que le béton, c'est très bien que ça rejette ça a beaucoup de problématiques environnementales. Et oui, je pense que l'utilisation du bois, on le voit aujourd'hui, prend de plus en plus de place. C'est aussi un piège à carbone. Et puis aussi, malheureusement, je pense qu'il y a aussi une nouvelle façon de voir la chose, un cap à passer, dans le sens où aujourd'hui, l'expression c'est investir dans la pierre. Et la pierre, il y a une image de quelque chose de solide qui va traverser les siècles, alors que le bois n'a pas cette image de pérennité, et ce qui fait que les constructions en bois pâtissent en fait de cette image. D'accord. Oui, donc oui, c'est à la fois allier le besoin de long terme, de longue durée, de pouvoir inscrire la construction, la ville dans les siècles, comme on le voit avec ces vieux bâtiments. Et voilà, le bois, c'était peut-être pas le meilleur exemple, mais il y a la pierre, il y a peut-être d'autres matériaux aussi auxquels qu'on n'a pas forcément évoqué. Je sais qu'à Montpellier, ils recommencent à utiliser de la pierre, je sais pas si c'est long terme, mais de la pierre sèche, de la pierre calcaire, où en fait avec il n'y a pas de joints, en fait, ou très peu de joints. En fait, on vient poser des blocs de pierre les uns sur les autres, ce qui fait que déjà les chantiers sont beaucoup moins gros, impressionnants. Il n'y a pas toutes ces machines, ces choses-là, toutes ces choses-là. Je crois, les témoignages que j'ai pu avoir, c'est que c'est aussi pour les ouvriers plus agréable. Peut-être que c'est plus agréable et plus intéressant parce que c'est nouveau aussi. Des témoignages que j'ai eus dans un chantier qui était fait en pierre de masse. Les ouvriers venaient le week-end montrer à leur famille et aux enfants en fait ce qu'ils étaient en train de construire. Et je pense que c'était pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas en fait pour des bâtiments en béton. On découvre aussi des techniques anciennes. Il y a aussi, c'est que du côté de Lyon, on fait de la construction pisée, c'est-à-dire que c'est de la terre qu'on vient de tasser. On fait de nouveaux bâtiments en pisé. Dans notre inconscient, on pense que c'est quelque chose qui n'est pas solide, mais finalement, ça a été testé par des ingénieurs et par tout un tas de personnes. Et finalement, c'est un matériau qui fonctionne très bien pour faire des murs, pour faire des constructions, même de grandes constructions. Et petit à petit, on retrouve ces matériaux qu'on avait perdus au profit du béton. Voilà, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une volonté même une frustration. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai quitté vraiment le monde de l'architecture, une peur d'avoir un impact extrêmement négatif sur l'environnement et sur l'anthropisation du monde, où on va à chaque fois construire de nouveau et s'étaler de plus en plus. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience de tout ça. Ça va prendre du temps, forcément. Il faut aussi que l'industrie se change, parce qu'aujourd'hui on crée beaucoup en béton parce que l'industrie du béton est omniprésente. On a beaucoup moins de filières en bois ou de filières en pisé. Les techniques il y a beaucoup moins de personnes qui pratiquent ce genre de construction. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je crois que c'est un peu plus cher que la construction en béton, mais petit à petit en démocratisant ces nouveaux matériaux, on va se retrouver avec des constructions moins chères. Et finalement, ça va faire effet boule de neige, je pense. Le béton va perdre un petit peu en omniprésence. J'espère. Mais justement, comment donner envie d'aller vers ces nouveaux modes de construction, ces nouveaux modes de vivre la ville, cette nouvelle qualité de vie? Donc tout à l'heure, vous parliez de l'image pour donner cette envie-là, vous parliez de la projection par la création. Et est-ce qu'il y a un rôle à faire sur les émotions? Est-ce qu'il y a des choses à faire sur ce sens-là, sur ce qu'on va raconter, sur ce qu'on va donner à voir? Moi, justement, dans votre travail sur Toulouse, vous allez rencontrer des habitants fictifs, en fait, qui correspondent à des futures personnalités qui pourraient être présentes dans ce dans cette nouvelle ville. Donc, est-ce que ça aussi, ça peut être une solution de créer comme une forme de théâtralisation, de faire en fait une forme de recherche prospective? Concernant
les personnes, les entretiens, les interviews fictives qu'il y a dans la fiction sur Toulouse, en fait, c'était aussi l'occasion de faire parler des oppositions face au projet, des problématiques, parce que forcément, changer quelque chose, ça n'a pas... Enfin, un changement, ça apporte des solutions et de nouvelles problématiques. Il n'y a pas de solution parfaite, et en fonction des personnes en fonction des points de vue, les changements n'ont pas le même impact. En fait, je voulais aussi faire parler des gens qui ne sont pas forcément pour ce genre de changement, leur donner une place. Et en fait, tous ces témoignages, ils sont construits avec des témoignages que j'ai pu avoir, moi, en discutant en fait, avec des personnes qui étaient plutôt pour, plutôt contre. J'ai essayé de récupérer plein d'arguments. Et en fait, j'ai fait parler ces témoignages dans les témoignages fictifs, dans la perspective que j'ai construite. D'accord, donc c'est un moyen supplémentaire de donner vie par l'humain, en fait. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup, Alexandre Luzzaretta. Avant que nous nous quittions, est-ce que vous pourriez me donner, s'il vous plaît, votre définition d'une nouvelle conscience ? Qu'est-ce que ça signifie ? C'est le nom du podcast, Nouvelle Conscience. Alors, Nouvelle Conscience, je pense que pour moi, c'est un changement de regard sur les choses. C'est se questionner et pas prendre les choses comme état de fait. C'est-à-dire, les choses sont comme ça, et si elles sont comme ça, c'est qu'il y a une raison. Et je pense que questionner ensemble ces nouveaux dogmes pour essayer de construire de nouvelles choses, construire un avenir ensemble. D'accord. Donc c'est un peu de la design fiction, mais là c'est par le son, par un podcast où en fait, moi ma volonté c'est pareil, c'est vraiment de questionner le présent pour imaginer une nouvelle façon de vivre le futur. Donc je partage tout à fait ce point de vue. On a deux méthodes de faire, mais finalement, je pense que l'objectif, la finalité est sensiblement la même. Ouais. Merci beaucoup. Et comment on peut retrouver vos travaux ? Donc, vous avez un site internet qui est très bien fait. On peut vous contacter par là. Mais sinon, comment on peut voir vos projets, vos œuvres ? Mes projets sont essentiellement sur mon site internet, donc perspecteur avec un s.fr. Et après, je suis sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, et c'est par ces billes-là que je partage une majorité de mes perspectives. Super, merci beaucoup. Merci. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur iTunes et sur Spotify. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme de diffusion de votre choix. Ça se fait en un clic, ça prend 2 minutes et ça fait toute la différence pour moi. Aussi, si vous souhaitez suivre le podcast au quotidien, je vous invite à vous abonner à son compte Instagram @nouvelle-conscience ou à consulter régulièrement son site internet nouvelleconsciencepodcast.com. J'espère que cette discussion aura pu vous donner des idées et vous rapprocher d'une vision globale, systémique de l'écologie. Je vous souhaite de suivre vos rêves, d'avancer sur votre chemin et d'écouter un peu plus chaque jour cette petite voix qui vibre à l'intérieur de vous. Bonne journée et à très vite.